Les matins de France Culture. Guillaume Erner. On vous le raconte tous les jours, la dette française explose, le déficit se creuse, on a aujourd'hui un retour annoncé de l'austérité, bref, l'économie française aujourd'hui n'est pas au beau fixe. Aurions-nous pu prévoir, désamorcer peut-être ce décrochage plus tôt pour savoir, il faut comprendre, et c'est pourquoi votre livre, Félix Torres, bonjour. Bonjour. Ce livre que vous publiez en compagnie de Michel Haut, Le décrochage français aux presses universitaires de France, est un livre qui m'a vivement intéressé parce qu'il faut observer les choses sur la longue période. C'est ce que vous faites entre 1983 et 2017. Votre thèse, c'est qu'on a affaire à une contre-performance des politiques économiques. C'est ce que vous allez nous expliquer. Vous êtes historien et justement, dans ce livre, vous reprenez avec une multitude d'éléments ce que vous appelez donc le décrochage de l'économie française. Mais la première question que je vais vous poser, Félix Torres, c'est de savoir de quoi on parle. Pourquoi, selon vous, l'économie française va mal ? Je crois qu'il y a un sentiment général qui a été résumé par le président de la République il y a 3-4 ans, depuis 40 ans. Depuis 40 ans, le sentiment que ça va pas bien, que la France fait pas très bien. Et il y a quelques grands indicateurs qui le montrent, c'est-à-dire la désindustrialisation. On a perdu plus de 2,5 millions d'emplois en 30 ans. Le commerce extérieur, qui est quand même un signe important, je vais y revenir. Le chômage, un chômage de masse qui n'est toujours pas totalement résorbé en France par rapport à nos voisins, etc. Je veux dire, c'est une sorte de séquence qui se répète en boucle depuis des années. Et nous, on a voulu, avec Michel Haut, poser un regard historique dans la durée. C'est-à-dire, on a quand même une durée de 30 ans ou 40 ans. Qu'est-ce qui se passe depuis 40 ans ? Pourquoi la France fait moins bien que ses voisins ? Nous faisons moins bien que nos voisins, pas seulement la Chine ou les pays d'Extrême-Orient ou les pays émergents, mais nos voisins européens. Quand on regarde tous les indicateurs, croissance, taux d'emploi, commerce extérieur, nos voisins européens développés, mais aussi l'Espagne et l'Italie, font mieux que nous dans la durée. Nous, on est un mauvais élève de la classe, et c'est pas d'hier. Et donc, la question de l'historien, beaucoup ont mis des mots là-dessus, le malheur, le suicide, le décrochage, le déclin. Il y avait ce sentiment diffus. Nous, on a essayé un petit peu de mesurer ce décrochage par rapport à nos voisins. Et de donner des grandes explications au-delà de l'événementiel et du temps qui s'enchaîne. Alors, si on se compare par exemple à l'Allemagne ou à l'Italie, à l'Espagne, qu'est-ce que ça donne, Félix Torres ? Écoutez, moi, je suis toujours un peu gêné quand la France se compare uniquement à l'Allemagne, parce que l'Allemagne est un grand pays, nous sommes un grand pays. Comparons-nous avec nos voisins d'Europe du Nord, ou de ce qu'on appelle avec Michel Haut l'Europe alpine, ou rhéno-alpine, c'est-à-dire du Rhin et des Alpes, c'est-à-dire la Suisse, l'Autriche, le Danemark, les Pays-Bas, la Suède. Tous ces pays font mieux que nous, peut-être parce que ce sont des petits pays, justement. Et parce que ce sont des petits pays, ils ne peuvent pas tout faire, et donc ils sont obligés de se spécialiser dans un monde de compétition mondiale, internationale, globale, depuis la mondialisation des années 80. Ils sont obligés de chercher des niches, de chercher le haut de gamme, de chercher la valeur ajoutée. Un effort, je dirais, de spécialisation et de qualité, rapport qualité-prix, que ne fait pas la France. Bon, nous, justement, nous sommes un grand pays, et c'est pourquoi je vous ai parlé de l'Allemagne, de l'Italie. J'aurais pu vous parler aussi du Royaume-Uni. Si on se compare à des pays qui ont une population plus large, parce qu'on ne peut pas se spécialiser dans une activité unique, qu'est-ce que ça donne ? Écoutez, le rapport à l'Allemagne est intéressant, c'est-à-dire que la richesse allemande, à un moment donné, à la fin des années 70, il y avait un rapport du Hudson Institute qui disait qu'on allait dépasser l'Allemagne. Or, l'Allemagne, qui en plus a subi le choc de la réunification, la France n'a connu aucune crise majeure depuis 40 ans. Contrairement à l'Europe du Sud qui a quitté la dictature, contrairement à l'ex-Europe de l'Est qui a quitté le communisme, la France n'a connu aucun choc majeur. Et pourtant, elle fait moins bien, notamment en taux d'emploi et en taux de chômage. Et c'est un problème dans la durée qui pose problème. Pourquoi cette mauvaise performance française que les Français ne regardent pas, ne voient pas. C'est-à-dire, quand on prend le PIB par habitant, la France recule. On est 20e, on est 30e. Quand on voit la part de l'échange, la part française de l'échange, je ne vais pas donner trop de chiffres, mais la part de l'échange mondial, dans les années 70, c'était 5%, aujourd'hui c'est 3%. C'est-à-dire, la France recule globalement, mais elle pense que
elle est un peu le précaré colbertiste. Elle pense que elle se suffit elle-même. Elle pense que on peut tout produire français. Elle pense qu'elle est un grand marché à elle seule. Oh, non, la France est désormais dans un monde, dans une économie européenne. Elle fait partie de l'économie européenne, donc elle a des concurrents européens développés et pas seulement des concurrents de pays émergents. Et d'autre part, elle est dans un monde globalisé où la concurrence peut venir de partout. Et ça, ce sentiment de dire nous sommes en compétition, donc il faut que nos entreprises, il faut que notre économie soit à la hauteur, et je dirais fasse mieux qu'être dans la moyenne, il n'est pas assez répandu en France. Le commerce extérieur, pourquoi est-ce un problème, Félix Torres? Le problème extérieur, c'est un problème parce que c'est synonyme de désindustrialisation. C'est-à-dire que quelque part, quand on achète plus qu'on ne vend, alors bien sûr, des économistes vous diront la balance des comptes courants, les services, la montée le fait que beaucoup d'une partie de l'industrie passe dans les services, je dirais le recul du temps de travail. Oui, tout ça c'est très bien, mais clairement, l'industrie c'est les emplois. Et c'est les emplois qui en tirent d'autres. Et c'est les emplois dans les petits territoires. Dès l'instant où on commence, on entre dans la pente fatale. Cette pente fatale, elle n'a pas commencé avec les 35 heures, elle n'a pas commencé en 1990. Elle a commencé en 73 avec la crise, le choc pétrolier. Quand on a quitté les 30 glorieuses, quand on a quitté le régime de rattrapage, de reconstruction de l'Europe dans des économies qui étaient semi-fermées, qu'on appelait les économies fordistes, à partir des années 70, le prix de l'énergie devient plus cher et le monde s'ouvre. Et là, l'industrie française, elle souffre. Et elle souffre, c'est-à-dire elle perd des emplois, elle perd des parts de marché, sauf quelques secteurs. L'automobile à une époque, le luxe, l'aéronautique surtout, l'énergie, mais elle souffre. Elle souffre pour une raison majeure, c'est qu'elle n'est pas compétitive. Et qu'est-ce que ça veut dire de ne pas être compétitive? C'est-à-dire qu'elle est affublée de charges, notamment d'impôts de production, que ne payent pas ses concurrents étrangers. Quand vous en montez en France la demande, quand vous faites un plan de relance, quand vous favorisez la consommation, c'est-à-dire quand vous mettez la demande avant l'offre, les Français achètent aussi auprès des producteurs étrangers qui ne payent pas la somme de taxes, notamment d'impôts de production, que payent les entreprises françaises. Mais alors, donc, elles avancent, excusez-moi, avec des semelles de plomb, si on veut. Mais alors, Félix Torres, je vais me faire l'avocat du modèle français. Est-ce que l'on ne peut pas dire au moins qu'on vit mieux dans notre pays qu'ailleurs? Les 35 heures, une certaine qualité de la vie, après tout, la croissance à tout prix, est-ce que c'est un but? On vit mieux et alors je crois qu'il y a deux discours qui sont trop chocs. Il y a un discours qu'on entend quand même, qui est la paupérisation d'une partie de la société française, qui est tout va mal, les pauvres, les nouveaux pauvres, etc. Et puis les indicateurs qui montrent équipement en piscine, équipement en bateau, que quand même budget des vacances, une majorité de la France va mieux. Mais globalement, moi je dirais la perte d'un point industriel, elle a été synonyme de souffrance sociale. Elle a été synonyme de désertification de beaucoup de territoires, de petits territoires où on produisait. Elle a été synonyme de manque d'emploi dans les banlieues, dans les quartiers marginaux des banlieues avec tous les problèmes que l'on connaît. C'est-à-dire que, quelque part, le fait d'avoir sacrifié son industrie, et l'industrie c'est aussi une formation à la hauteur, c'est aussi un apprentissage à la hauteur, ce que tous ces petits pays moyens ou ces pays d'Europe du Nord font, on ne le fait pas assez. Et donc, quelque part, notre économie, de larges pans de notre économie et nos entreprises sont un peu à la remorque du commerce mondial et ne sont pas assez en pointe ou en avance dans le commerce mondial. Bon, alors, il y a un point au moins sur lequel, semble-t-il, tout le monde est d'accord, c'est la dette française et son montant qui devient difficile à supporter. Félix Torres, est-ce que ça date d'hier ou d'avant-hier? Non, mais on a mis un graphique qui est exprès, qui est pas tout à fait. On a mis la croissance française et la dette, la croissance de la dette. On voit un grand écart de ciseaux, c'est-à-dire la dette s'envole alors que la croissance française, elle continue, mais elle reste modérée. Tous les problèmes de désindustrialisation et de non-adaptation globale à la mondialisation, elles se traduisent par une souffrance sociale, par des populations en déshérence, et elles se traduisent par l'alourdissement de l'État-providence. Dans beaucoup d'autres pays, l'État-providence a été adapté au temps nouveau. C'est-à-dire moins d'argent à la consommation, plus d'argent à la production et à l'offre, qui n'oublions pas, quand on dit offre nationale, c'est des emplois derrière. C'est des emplois, c'est des perspectives, c'est la carrière. Quand on dit plus d'argent à la consommation, quelque part, on favorise l'endettement. Et donc cet endettement, cet État-providence avec beaucoup d'emplois aidés,
C'est quelque chose qui se paye, qui se finance à crédit, mais qui n'est pas financé par la création de richesse. Ça veut dire quoi, l'aide à la consommation? Parce que beaucoup de Français ont le sentiment, au contraire, qu'on ne les aide pas du tout à consommer dans leur vie quotidienne et que leur budget est très contraint, Félix Torres. Oui, alors, je dirais, la consommation, oui. C'est-à-dire, on a un peu tendance à penser qu'en France, le peuple, les pauvres sont toujours trop pauvres. Donc, il faut toujours encourager la consommation, la demande. Pourquoi pas? Mais mettre en avant la demande, alors que l'appareil productif ne suit pas, il n'est pas dans les bonnes conditions de répondre à cette demande nationale, c'est rentrer dans un cercle vicieux. Et le cercle vicieux, c'est quelque part plus de consommation, déficit extérieur, moins de production nationale, donc quelque part les emplois industriels ou les emplois économiques à valeur ajoutée ne suivent pas. Et donc on voit s'enclencher une dynamique non vertueuse qui est celle de la courbe du chômage, quoi. C'est-à-dire des populations entières structurellement restent sur le bord de la route. On va continuer d'évoquer votre diagnostic, Félix Torres, celui que vous faites avec Michel Haut dans le Décrochage français, histoire d'une contre-performance politique et économique aux presses universitaires de France. On se retrouve dans une vingtaine de minutes. 6h30, 9h, les matins de France Culture. Guillaume Erner. Nous retrouvons notre invité, l'historien Félix Torres. Vous publiez avec Michel Haut le Décrochage français, histoire d'une contre-performance politique et économique aux presses universitaires de France. Vous nous avez expliqué il y a quelques minutes, Félix Torres, pourquoi le constat était indéniable selon vous, pourquoi l'économie française était une économie qui supportait mal la comparaison par rapport à un grand nombre de pays. On va maintenant évoquer les causes et notamment les choix économiques qui ont été faits depuis 1983 par différents gouvernements, donc de couleurs politiques différentes, alors que la France était un pays qui avait plutôt bien profité des 30 glorieuses. Pourquoi ce décrochage? Pourquoi 1983, selon vous, est une date qui marque une inflexion? Bon, on avait traité le début du décrochage dans un ouvrage précédent qui s'appelait Le virage manqué, parce qu'en fait le décrochage commence en 73 avec le choc pétrolier et la sortie des temps fordistes, c'est-à-dire des économies de reconstruction et de développement de l'après-guerre un peu partout dans le bloc occidental. À partir de 73, la désindustrialisation commence, le chômage commence. Un des slogans de l'élection présidentielle de 81, c'était est-ce qu'on franchira la barre de 1 million de chômeurs, je crois. Bon, on est arrivé à 3 millions de chômeurs quelques années plus tard. Donc, quelque part, il y a un virage. Il y a les temps nouveaux. Les temps nouveaux, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est la globalisation. C'est-à-dire que c'est la baisse générale des frontières douanières. C'est le fait que l'échange se généralise partout sur le globe et que surgissent, qu'on le veuille ou non, des pays émergents qui sont des concurrents industriels. La Corée du Sud, Taïwan, le Japon et bientôt la Chine. Donc face à ça, les économies occidentales, européennes en particulier, doivent s'adapter. Et là, il est assez frappant que la France ne le fait pas ou le fait très tardivement. Alors, il y a un tournant qui est 83, c'est-à-dire on connaît bon, il y a un double phénomène quand même, il y a un double événement. La défaite de Valéry Giscard d'Estaing en 1981 à l'élection présidentielle, on peut la considérer comme la défaite du libéralisme, puisque celui qui était aux manettes, Raymond Barre, avait mené une politique libérale, on va dire, de réforme des structures françaises, plus ou moins réussie. Première chose, défaite du libéralisme, mise en application du programme commun, et très vite, au bout de 2 ans, les caisses de la France sont vides. Et ça, c'est un épisode historique qu'on a oublié. C'est l'Allemagne, avec le chancelier Kohl, qui sauve le franc, hein, qui prête les devises à une condition. Vous rentrez dans le système monétaire européen et vous rentrez, au fond, dans l'Europe, dans le marché unique européen. Alors, la France a oublié cet épisode, l'a transformé au moment de la réunification. François Mitterrand a dit à Kohl d'accord pour que l'Allemagne se réunifie, mais au prix qu'on ait une monnaie commune qui soit l'euro. En fait, on est passé sous les fourches collines, d'une certaine manière, de l'Allemagne et de l'Europe. Félix Torres, donc selon vous, la France a raté son entrée dans la deuxième mondialisation. Dans ces conditions, est-ce qu'il n'aurait pas fallu, par exemple, prendre des mesures protectionnistes ?
Alors ça, c'est le grand argument des protectionnistes, mais je dirais, d'une part, quand toute la planète baisse les frontières douanières, et il faut quand même le dire, l'échange est un facteur de richesse, le seul pays qui a essayé d'échapper, si on met de côté le bloc communiste qui vivait en autarcie, on sait comment ça s'est terminé. Hein. L'URSS est un pays autarcique. Hein. Bon, ça se termine par un effondrement généralisé. Le seul pays qui a essayé de faire ce qu'on appelle l'import-substitution, c'est-à-dire on produit ce qu'on peut chez soi et on importe, c'est le Mexique. Ça se termine par la faillite du Mexique au début des années 80. La planète générale, elle va vers l'ouverture des frontières et l'échange généralisé, la compétition des économies et des industries généralisées. Et là, la France, le premier rapport sur la mondialisation, c'est celui de Jean Arthuis en 1993, c'est très négatif. On voit la mondialisation comme un assaut de l'extérieur qui menace notre économie, notre modèle social. Oui, mais bon, les temps changent, il faut s'y adapter. Et là, il y a quand même une récurrence française à ne pas prendre les adaptations nécessaires ou à le faire très, très, très tardivement, avec beaucoup de lenteur. Alors, il y a une série de réformes, ce qu'on appelle la rigueur, aussi bien de droite comme de gauche, avec des gens comme Bérégovoy, Balladur et d'autres, qui font une série de réformes nécessaires, notamment la réforme du marché financier français, qui est devenue nécessaire, qui est devenu inéluctable parce qu'il fallait aussi négocier la dette française qui croissait sur les marchés extérieurs. Donc il fallait avoir un marché financier à la hauteur. Il y a une série de réformes. Mais clairement, la France rentre en reculant dans ces réformes, ou alors, c'est quand même le paradoxe, elle les attribue à l'Europe. Si tout va mal, s'il faut faire des changements, c'est l'Europe. Elle rentre à reculons dans le grand marché économique européen. Elle fait les critères de Maastricht, les fameux 3%, ric-rac. Ça nous a frappé quand on a regardé cette évolution de la France en Europe depuis, à partir, je dirais, de milieu des années 80 jusqu'aux années 2000, 2005, 2010. La France fait les efforts nécessaires, mais du bout des lèvres, sans jamais dire c'est une réforme de structure qu'il faut faire, on l'a fait, pour être les meilleurs ou parmi les meilleurs. C'est toujours, c'est la faute à l'Europe, nous on va s'en sortir nous-mêmes, l'Europe nous gêne, et c'est un discours tellement récurrent. Or, aujourd'hui, le grand marché, c'est l'Europe. Le grand marché, ça ne peut plus être la France. Et aujourd'hui, le monde est global. J'ajouterais deux choses. La première, c'est que, quelque part, ce discours sur l'Europe, comment dire, il fait l'impasse sur un fait qui est quand même le marché français. C'est plus celui de l'après-guerre, c'est plus celui de la reconstruction, c'est un marché mature. Donc fatalement, les entreprises françaises, il faut qu'elles continuent à produire en France. Mais le marché français ne suffit plus. Il faut aller produire en Europe, il faut aller produire dans le monde. J'ajouterais que l'Europe, globalement, aujourd'hui, c'est un continent qui exporte, hein, qui est excédentaire en termes d'échanges. Hein. Il y a un seul pays qui est déficitaire au sein d'un continent excédentaire, c'est la France. Mais Félix Torres, vous allez me dire que je reprends Allez-y. les arguments des protectionnistes, mais là aussi, dans l'actualité, par exemple, on voit que nos pharmacies manquent cruellement de médicaments. Est-ce que c'est pas le signe, justement, que cette mondialisation, c'est bien gentil, mais en France, on n'arrive pas à produire les médicaments nécessaires. On a parlé du plan vélo, c'est un objet qui m'est cher. On n'arrive pas à produire de vélos en France, ou en tout cas très peu. Donc, est-ce que c'est pas le signe qu'il y a un certain nombre de choses qui devraient être produites? D'abord, je crois qu'on ne peut pas tout produire. Ça n'a pas de sens de produire des t-shirts, voire même des vélos, si d'autres pays le font mieux et à un meilleur rapport qualité-prix que nous. Nous, spécialisons-nous dans les secteurs de pointe. C'est d'ailleurs ce que font les États-Unis. Hein. Vous voyez, les États-Unis sont en pointe sur quantité de secteurs, les nouveaux secteurs, l'IA, etc. Pourquoi ? Parce qu'ils cherchent toujours savoir saisir ce qui commence. C'était un mot de l'ancien président de L'Oréal, François Dalle. Il cherche toujours ce qui commence, ce qui va croître. On ne peut pas toujours dire on va tout faire. On ne peut pas tout faire en France. Ne serait-ce que parce qu'on a un niveau d'état social, d'état-providence élevé, donc on a des prix élevés. Et donc, fatalement, quand on a des coûts élevés, il faut vendre à des prix élevés. Donc, il faut vendre du haut de gamme, il faut vendre du spécialisé. Bon, il faut vendre du luxe, ce qu'on fait très très bien. Il faut vendre des avions Airbus ou des moteurs Safran, ce qu'on fait très très bien. Mais il y a beaucoup de secteurs où ce n'est pas le cas. Et sur les médicaments, alors, est-ce que ça signifie... Il y a un deuxième point sur lequel je voulais insister, c'est que l'historien, il séquence, hein, il périodise. Bon, depuis 2015, on a changé de paradigme économique. On quitte l'hypermondialisation des années 80-2000, qui avait été résumée par le livre de Thomas Friedman, qui disait « La Terre est plate », c'est-à-dire il n'y a pas d'obstacle au commerce généralisé, à l'échange généralisé. Aujourd'hui, on voit bien que avec Trump, avec Biden, avec la Chine, des barrières protectionnistes, ou avec la Russie,
recommence. On voit des politiques de relance que font les États-Unis, que font la Chine, que ne fait pas l'Europe. Donc clairement, on est entré dans un autre paradigme. Et là, c'est vrai que l'Europe, elle doit se défendre, mais elle doit se défendre pas en se fermant. Parce que se fermer, le protectionnisme, c'est une solution illusoire. Parce que si vous fermez vos frontières, les autres le font à vos produits. Et donc, fatalement, vivre en vase clos, c'est un déclin économique et c'est synonyme de pauvreté. Donc c'est une fausse fenêtre, le protectionnisme. Ceci dit, il est clair que le problème de l'Europe et de la France aujourd'hui, ça reste toujours la même chose, c'est un problème de compétitivité, c'est-à-dire on est en compétition. Et alors en compétition, ça veut dire il y a des gens qui font la même chose que nous. Essayons de faire un mieux, plus haut de gamme. Je dirais, ce qui est assez frappant, le déficit français, il n'est pas seulement avec les pays émergents et la Chine, il est avec les pays d'Europe développés. C'est pas normal que la France soit en déficit avec ses voisins qui ont les mêmes systèmes d'État-providence, qui ont les mêmes systèmes sociaux, qui ont à peu près les mêmes appareils industriels. Je pense que quelque part, il y a là un déficit ou un défaut français sur lequel il faudrait se pencher structurellement. Félix Torres, vous incriminez dans ce livre Le décrochage français aux presses universitaires de France, la préférence française pour une politique de la demande. Alors il faut tout d'abord nous expliquer ce qu'est une politique de la demande. C'est très simple, une politique de la demande, c'est dire on injecte de l'argent dans l'économie, notamment dans la consommation, dans les ménages. C'est les plans de relance. Le premier, c'est celui de Jacques Chirac en 1974, qui était le plus important, qui était une catastrophe. C'est-à-dire, quand vous gonflez la demande, si vos frontières sont ouvertes, vous voyez arriver les produits étrangers. Les produits étrangers qui ne payent pas les charges sociales, notamment les impôts de production que payent les Français. Ça a été l'épisode qui a été oublié aujourd'hui. On a voulu, à une époque où, je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait des magnétoscopes. Hein. Bon, depuis, tout a changé, mais c'est numérique. Ils ont été bloqués pendant, je sais pas, 3 mois, 2 mois, à Poitiers. C'était Poitiers, symbole, Charles Martel arrêtant les raids venus d'Espagne et du Maroc. C'était ridicule. On ne peut pas faire un barrage contre l'océan de l'échange. Et contre le grand large, il faut s'adapter, il faut construire les meilleurs bateaux, il faut construire les meilleurs gréements, il faut faire de l'innovation. J'ajouterais que ce problème de la compétitivité, c'est un problème de marge des entreprises. Or, si les entreprises françaises, beaucoup d'entreprises sont encore à la traîne, c'est qu'elles n'ont pas assez de marge. Quand vous avez des marges, vous pouvez faire de la recherche-développement, vous pouvez aller à l'export. Ça coûte aller à l'export, hein. Ça coûte investir à l'étranger. Les grands groupes le font. Les entreprises moyennes, les ETI ou les PME le font plus difficilement. Dès l'instant où vous n'avez pas assez de marge, contrairement aux entreprises allemandes, vous êtes contraint au milieu de gamme. Et quand vous êtes contraint au milieu de gamme, vous voyez arriver les concurrents du bas de gamme qui vous disputent des parts de marché. Donc je dirais, le seul moteur création de richesse, c'est l'entreprise. C'est l'économie d'un système d'entreprise. Et ces entreprises, il faut veiller à leur compétitivité après par leur tenue de marche, par le fait que quelque part les impôts, elle n'est pas à souffrir d'obstacles que ne souffrent pas nos concurrents étrangers. Vous êtes très dur avec nos élites, notamment nos élites politiques, Félix Torres. Qu'est-ce que ça veut dire? D'autant qu'il y a eu des gouvernements d'alternance, il y a eu de la droite et la gauche sur la période que vous examinez. Quelles sont les décisions que ces élites ont prises qui vous paraissent contestables? Écoutez, depuis 80, on vit une étonnante séquence. Depuis 80-2017, on va dire. On a vécu une étonnante séquence politique. C'est-à-dire, on a pratiquement eu un Premier ministre tous les 2 ans. Quand on compare aux autres grands pays, l'Angleterre avec Thatcher, l'Allemagne, Schröder, Kohl, les États-Unis avec Obama, Clinton, George W. Bush, tout ça, et tous ces grands pays ont des leaders qui sont au pouvoir quand ils réussissent 5, 8, 10 ans, et c'est pas un hasard, ils sont réélus 1 ou 2 fois. Ça ne nous est jamais arrivé en France depuis 78, la reconduction d'une majorité. C'est-à-dire, il y a un problème. Il y a une sorte de stroboscopie politique qui est due à quoi? Qui est due à un curieux chassé-croisé, qui est la gauche ayant échoué sur le plan de la rigueur, je suis un peu schématique, mais elle a décidé de faire une modernisation néolibérale. C'est tous les plans d'adaptation de Bérégovoy. Et donc, fatalement,
prenant cette position, je dirais, on va dire un socialisme, social-libéralisme, comme on l'a appelé récemment. Oui, parce que c'est ça le paradoxe que vous soulignez dans le décrochage français, c'est que finalement, les politiques économiques libérales, elles ont été, dites-vous, menées par la gauche. Par la gauche. Mais la gauche n'a jamais assumé ça. Alors, l'exemple qu'on épingle, c'est quand Jacques Delors renonce à se présenter à l'élection présidentielle. C'est quand même lui qui, au sein de l'Europe, a mené cette politique, qui était justifiée d'ailleurs. Mais au lieu de dire, je vais aller devant les électeurs français, expliquer ce que nous avons fait, pourquoi, comment, il dit non, j'aurai pas de majorité politique par définition, le peuple est souverain et les élections, ça sert à ça. Alors, ce qui fait qu'à chaque période où la gauche est aux affaires, Fabius, Bérégovoy, Lionel Jospin, François Hollande, à chaque sélection, ça se termine par une catastrophe. C'est-à-dire que les électeurs populaires ne se retrouvent pas dans la politique qui a été menée. C'est assez frappant en 2002 quand Lionel Jospin, il passe pas au deuxième tour, pas à cause de Taubira ou de Jean-Claude Chevènement, hein, mais parce qu'il perd 1,5 million de voix par rapport à l'élection présidentielle contre Jacques Chirac. C'est pareil dans le cas Hollande. Alors, le cas Hollande, je vous dis, mais arrêtez une seconde. C'est-à-dire, il y a une très bonne mesure de François Hollande qui est le CICE, le choc de compétitivité. On n'en parle plus. Pourtant, depuis ce fameux CICE, ce choc de compétitivité... On n'en parle plus, c'est-à-dire on considère, en tout cas les critiques de ce CICE, considèrent que c'est un effet d'aubaine pour certaines entreprises, autrement dit que beaucoup d'entreprises en profitent. Que le chômage a énormément baissé et n'est plus devenu un facteur structurel. Alors, il n'a pas suffisamment baissé, mais depuis le choc de compétitivité qu'a poursuivi Emmanuel Macron sous différentes formes, le chômage n'est plus un problème majeur. Il a détruit la société française, le chômage, pendant 20 ans ou 30 ans. Aujourd'hui, c'est plus un problème majeur. C'est l'inflation, c'est autre chose. Mais je dirais, je ne vois pas à aucun moment des études, des livres qui nous disent, alors il y a eu une palanquée de livres sur les 35 heures, mais aujourd'hui, pourquoi le CICE a marché et a réduit un tant soit peu le chômage, a fait que le chômage n'est plus un problème majeur? Est-ce que ça a été bien fait? Est-ce qu'on n'aurait pas pu faire plus? Et moi, je pense que les 30 à 40 milliards de dégrèvements fiscaux, parce que c'est toujours le discours radical qui nous dit c'est des cadeaux aux entreprises. Non, c'est des charges qu'on n'impose pas aux entreprises. Moi, j'ai à la limite presque une position radicale, c'est-à-dire qu'il y a 100 milliards à peu près d'aides aux entreprises dont on ne sait pas, aide aux entreprises, subventions aux entreprises en France. Une quantité, personne ne s'y retrouve, et on se dit au nom de quoi l'État ou des organismes étatiques c'est ce qui est bon pour une entreprise, au niveau micro. Supprimons, c'est bien sûr une utopie, supprimons ces 100 milliards d'aides et remplaçons-les par un crédit ou 100 milliards de charges en moins, ou l'équivalent en moins. Et laissons les entreprises être compétitives et se développer. Et on verra que quelque part, l'économie sera plus vigoureuse. Elle créera enfin les emplois qui nous manquent terriblement toujours. Parce qu'on a toujours un volant de chômage beaucoup trop élevé en France. Ce qui veut dire, il ne faut pas rester non plus dans le ciel des idées économiques. Ce qui veut dire, pour les jeunes de 17 à 18 ans, pas trouver d'emploi notamment dans leur quartier, pas trouver d'emploi dans leur province, dans leur région ou dans leur ville régionale. Cette inadaptation de la politique économique française dans la durée, elle a été source de souffrance et de déshérence sociale. Ça, évidemment, personne n'en doute. Mais alors, ce qui est étonnant, c'est que vous êtes dur, en fait. Vous êtes dur quasiment avec tous nos gouvernants. Alors, par exemple, un président qui privilégiait la croissance, puisqu'il voulait aller la chercher avec les dents, c'était Nicolas Sarkozy, privilégier la croissance. Et alors, vous dites là aussi que son mandat a été un échec. Pourquoi, Félix Torres? Il a été confronté, c'est vrai, à la crise de 2008, mais il a fait un plan de relance, il a fait un plan de dépenses. La seule solution, c'est quelle est la compétitivité des entreprises françaises? Comment on peut restaurer la compétitivité des entreprises françaises pour qu'elles soient compétitives sur le marché national et mondial et qu'elles créent des emplois en France et ailleurs? Et faire une relance pour la relance, ça ne sert qu'à alimenter la concurrence étrangère. Je dirais, ce thème de la compétitivité, c'est assez frappant aussi du mal français. C'est-à-dire, c'est l'Institut Rexecode, on dirait un institut patronal, qui en parle depuis 2000. Il y a un observatoire annuel de la compétitivité. Il y a un rapport de Michel Pébroux sur réduire la dette. Peu à peu, ça fait son chemin. L'Institut de l'entreprise fait un rapport sur la compétitivité. Enfin, François Hollande arrive aux affaires. Il était prof d'économie à Sciences Po, hein, et avec Dominique Strauss-Kahn et
Pierre Moscovici. Et il dit, il confie à Le Gallois, le grand industriel Le Gallois, le choc de compétitivité qu'on n'appellera pas choc de compétitivité, mais le CICE. Il a fallu 15 ans pour se dire, il est temps que les entreprises françaises soient compétitives. Alors je dirais, c'était très bien le CICE 2013, 2014, 2015. Aujourd'hui, continuons, accentuons. Justement, les principales entreprises françaises, celles du CAC 40, se portent très bien. Est-ce que ça n'est pas le signe que finalement, ce décrochage français, il est tout relatif? Non, il est bien sûr, je veux dire, c'est un tableau contrasté. Toute la France n'est pas... Bon. Il y a une révolution managériale, il y a eu la révolution financière dont je parlais, une révolution managériale, je dirais, entre 85 et 2000, c'est-à-dire que les grandes entreprises françaises, soit anciennes, Michelin, Saint-Gobain, L'Oréal, soit nouvelles ou ce que j'appelle born again, c'est-à-dire des entreprises comme Schneider. Par exemple, Schneider, c'était le Creusot, c'était la fonderie, la métallurgie. Aujourd'hui, c'est la distribution électrique. Et c'est un leader mondial, et notamment en Chine. Ces entreprises, elles se reconstruisent dans les années 80-90. Et elles vont chercher le relais de croissance dans le monde. Et elles deviennent des leaders mondiaux. Plus que les entreprises allemandes. Pour une raison très simple, qui est que elle s'adosse à un marché financier français qui est très dynamique et qui les sanctionne, mais qui leur donne aussi des ressources. Alors que les entreprises allemandes, c'est un capitalisme plus familial, c'est ce qu'on appelle le Mittelstand, c'est-à-dire c'est pas notre mode de capitalisme. Le capitalisme français, il est plus centré sur les grandes entreprises, mais je dirais, bon, c'est 40% de l'économie française. On se plaint, on critique beaucoup LVMH, mais enfin, quand on voit le nombre d'emplois que crée LVMH et qu'en fait, pour du LVMH, c'est du luxe français, donc c'est produit français en France. Mais il reste 60%, hein, il reste les ETI, il reste les PME. Ces entreprises, il ne faut pas les aider. Il faut leur donner les conditions d'exprimer leur compétitivité, leur créativité, et surtout, on a un énorme retard en recherche et développement. On est à la traîne en recherche et développement. Il n'y a pas de secret. Si les entreprises n'ont pas de marge, elles ne peuvent pas résister et se développer. Félix Torres, votre livre se termine en 2017. Est-ce que les tendances plutôt négatives que vous soulignez dans votre livre, est-ce que ces tendances ont été combattues depuis 2017 ? C'est une autre histoire. Je veux pas spoiler le prochain livre que vous allez publier. Emmanuel Macron, qui était ministre de l'économie de François Hollande, ce qui n'a réchappé à personne, a continué la politique de l'offre, hein, notamment on pourrait faire plus pour les entreprises. J'ai parlé du maquis fiscal des aides aux entreprises. Mais hélas, il a profitant de taux d'intérêt bas, profitant de circonstances exceptionnelles qui ont été le Covid, il a fait le quoi qu'il en coûte, qui est d'ailleurs pas une formule macronienne, puisqu'elle a été prononcée pour la première fois par Mario Draghi, qui était le président de la Banque européenne. Et hélas, donc, il a versé dans le déficit, donc dans la dépense. Mais on voit un peu l'impasse française aujourd'hui. Tout le monde se plaint, il n'y a pas assez de services sociaux, il n'y a pas assez de moyens, l'hôpital va mal, alors qu'on est le pays qui a le plus haut prélèvement d'Europe et la plus haute dépense publique d'Europe. Donc il y a quelque chose qui ne va pas dans le modèle français. Il y a en tout cas un sentiment, quel que soit le bord politique auquel on appartient, un sentiment d'insatisfaction par rapport à l'économie française. Vous qui faites de l'histoire économique, Félix Torres, est-ce que vous voyez une période dans l'histoire de France où on a eu un tel sentiment ? Ce que je veux dire, c'est est-il possible de s'en sortir, d'avoir un retournement de conjoncture par rapport à cette tendance que vous analysez ? Il nous manque un leader économique qui dise au pays, il nous manque un leader économique qui dise au pays, voilà, il y a des sacrifices à faire, je vais vous expliquer pourquoi il faut les faire. Je vais les faire et après vous déciderez lors des élections à venir. Cet homme-là a existé, c'est Charles de Gaulle. Quand il arrive au pouvoir, quand il revient aux affaires en 58-59, c'est le plan REF qu'il fait avec Charles de Gaulle, qui est quand même le nouveau franc, le rétablissement des comptes. C'est quand même la fermeture des mines de charbon avec le prix, la grève des mineurs de 63. On a oublié tout ça. C'est-à-dire que il y avait un chef à la barre, c'est-à-dire il y avait un leader politique qui n'hésitait pas à imposer ses choix, à les proposer à la nation. Et puis quand la nation lui a dit non, je ne suis plus vos choix, c'est le référendum 69, il est parti. Je pense aussi que les trois cohabitations étaient désastreuses pour la France, parce que pour le système politique français, quand on est battu aux élections, quand on est battu au référendum comme Jacques Chirac en 2005, on est gaulliste, on est en 5e République, on se retire. La netteté du choix politique, elle a disparu, ce qui fait hélas que l'offre politique s'est élargie, et hélas,
les électeurs déçus, ils sont allés vers les extrêmes, à gauche et à droite. Merci Félix Torres. Le livre que vous publiez avec Michel O, Le décrochage français, histoire d'une contre-performance politique et économique, est publié aux Presses universitaires de France.